Le président des États-Unis, Joe Biden, a fait deux choses hier. Il a signé le American Rescue Plan, les fameux 1900 milliards de dollars de plan de soutien qui avait été voté par les deux assemblées, donc ça c'est pour relancer l'économie américaine. On a parlé longuement. Il n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette signature. En revanche, hier soir aux États-Unis, il a fait une adresse très solennelle au peuple américain dans laquelle il a dit notamment deux choses importantes. Il a réitéré l'accélération du plan de vaccination des États-Unis, a fixé au 1er mai la date à laquelle l'ensemble des Américains pourraient se faire vacciner, ceux qui ne l'auront pas encore été d'ici là. Donc plus de critères d'éligibilité en termes d'âge ou de comorbidité aux États-Unis dès au plus tard le 1er mai. Et puis il a donné un rendez-vous à ses concitoyens au 4 juillet. Regardez, Joe Biden, cette dépêche là, du Washington Post, identifie le 4 juillet comme une chance non seulement de marquer notre indépendance en tant que nation, c'est donc la fête nationale des États-Unis, le 4th of July, mais aussi pour, jeu de mots, pour commencer à marquer notre indépendance face au virus. Le 4 juillet, c'est le barbecue, dans les backyards, dans les petits jardins derrière les maisons aux États-Unis. Traditionnellement, c'est là où on invite quelques amis, etc. Il a dit, on pourra commencer. Pas donner le nombre encore de personnes qui seraient autorisées à participer au barbecue, mais il a dit, sauf, voilà, normalement, si tout va bien, 4 juillet, on pourrait faire les barbecues à quelques-uns, friends and family, en tout cas, voilà, la famille, quelques amis, ce qui offre des perspectives avec une date précise. Alors moi, je me disais 4 juillet, 14 juillet, nous, on est notre fête nationale, c'est 10 jours plus tard. Est-ce que vous croyez qu'on aura le droit de faire des barbecues le 14 juillet chez nous, Raphaël, et comment vous interprétez cet objectif fixé, là, comme ça, par les États-Unis? Alors, non, nous, on ne pourra pas. Mais non, c'est effectivement une étape très importante. Aux États-Unis, en fait, on vaccine aujourd'hui 2,3 millions de personnes par jour. Donc ça représente 0,7% de la population tous les jours. Tous les pays européens, enfin les grands pays européens, on est tous en dessous de 0,3%. On est proche, mais donc on en est très loin. Et les États-Unis ont vraiment accéléré. Et puis surtout, aux États-Unis, il va y avoir le déploiement du vaccin de Johnson & Johnson, donc qui est vraiment un vaccin à une seule dose, qu'on peut stocker dans un frigo. Donc ça veut dire toutes les pharmacies, tous les cabinets de généralistes vont pouvoir le distribuer. Donc effectivement, il va y avoir... Qui a été validé hier par l'agence européenne, mais il faut encore que les doses arrivent, ce qui n'est pas tout de suite. Alors qu'aux États-Unis, il y a les sites de production. Enfin, on sait que... et en plus, en termes de logistique, ils ont déjà une capacité à distribuer qui est beaucoup plus grande. Donc aujourd'hui, au rythme actuel, en fait, d'ici fin mai, ils auront vacciné 25% de la population, en comptant les 2 doses, avant Johnson & Johnson. Donc ça permet quand même de réouvrir pas mal l'économie. On voit qu'il y a des États même qui ont réouvert totalement leur économie avant d'être très loin d'être arrivé à ce niveau de vaccination, le Texas et le Mississippi. On verra comment ça se passe. Et atteindre l'immunité collective, au rythme actuel, ce serait au mois de septembre, mais comme on anticipe une forte accélération de la vaccination, on peut dire qu'effectivement, au mois de juillet... D'où cette idée de fixer la date nationale, comme la date de la fête nationale, pardon, comme objectif. Voilà. Alors avec un bémol, c'est la circulation des variants qui fait bouger le seuil de l'immunité collective. Donc effectivement, on a ces variants. C'est pour ça qu'il a pris les précautions d'usage quand même, dans son discours. Ils ont le chic quand même un peu, il y a du marketing là-dedans, à dire 4th of July, on pourra faire le barbecue, c'est à l'américaine, quoi. Moi, j'adore comment on raconte des histoires. Et je trouve ça absolument extraordinaire, la capacité qu'ils ont à raconter des histoires et à embarquer. Parce que je pense que le fait de donner un cap, c'est pas simplement... c'est pas un gimmick marketing, mais le fait de donner un cap, le fait de raconter une histoire, je l'ai entendu dire, les 100 premiers jours, j'avais dit que les 100 premiers jours, on vaccinerait 100 millions de personnes, d'être capable de donner des chiffres qui marquent les esprits, de donner des objectifs que les gens comprennent, de donner des caps qu'on atteindra ou qu'on n'atteindra pas, mais en réalité, peu importe, management, on est toujours, les seuls objectifs qu'on n'atteint jamais, sont ceux qu'on ne se fixe pas. Et donc, cette capacité à raconter des histoires, à embarquer sa population derrière, moi je trouve ça formidable, moi je suis admiratif de ce marketing-là, et en France, on n'en est pas vraiment... une espèce de dépression ambiante. Alors bien qu'on nous raconte une histoire, même si elle n'est pas vraie, c'est pas grave. On a envie, on a besoin de croire en quelque chose. Et je pense que ce côté-là est aussi autoréalisateur. Et voilà, donc moi j'ai besoin qu'on me raconte quelque chose. Puis vous parliez de Johnson & Johnson, on parle beaucoup des succès américains, mais quand on est aux États-Unis, on parle aussi d'une autre chose, on met en avant tous les échecs. Parce que pour avoir réussi Pfizer, même si c'est, on le sait, BioNTech, mais quand même, Pfizer et Johnson & Johnson, il y a des dizaines de sociétés, si ce n'est pas des centaines de sociétés qui ont été financées,
aidé, accompagné à chercher des vaccins et qui n'y sont pas arrivés. Et à toutes celles-là, on a dit, eh ben bravo, bravo pour avoir essayé, bravo pour avoir tenté. Et sur toutes celles-là... Et ça continue, parce qu'on parle de Novavax là maintenant, effectivement, il y a quand même... Exactement. Mais en Europe aussi, d'ailleurs. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est cette culture de l'échec. Se planter aux États-Unis, c'est pas grave. C'est bien, ça fait partie de votre cursus d'entrepreneur, ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qu'on met sur un CV, c'est quelque chose qu'un entrepreneur met sur un CV. En Europe, c'était Macron qui disait, je me souviens encore à Las Vegas, au moment où il était venu au CES, il disait en France, à l'époque où il était ministre de l'économie. Il n'était que candidat, et encore il n'était pas encore candidat déclaré, je pense, à ce moment-là. Il disait en France, on a un problème, on est coincé entre des entrepreneurs qui, s'ils réussissent trop, ils sont suspects, et évidemment une faillite. Alors là, donc entre la peur de la faillite et la peur de la réussite, en fait, on n'a que le choix de la médiocrité. Et donc, pour moi, les deux enseignements de cette nouvelle, c'est l'idée quand même une histoire, qu'on nous raconte une histoire, des grands objectifs qu'on essaie de tenir, et puis la culture de l'échec est quand même une belle culture. Et en termes de marketing, si Biden a fait cette adresse, c'est qu'en fait, il ne peut pas faire le discours sur l'état de l'Union, parce que justement, il ne sait pas où il va à l'étape d'après. Donc il a dit, j'ai mon premier plan, c'est super, mais sur le discours sur l'état de l'Union, il est censé donner un cap, et là, il ne peut pas le donner, parce que l'étape d'après, donc le plan d'investissement en infrastructure, etc., il dépend des sénateurs centristes démocrates, qui pour l'instant sont en train de lui tenir tête, et donc il est vraiment coincé. Voilà. Bon, en même temps, du coup, ça lui permet effectivement de justifier aussi, de dire que la priorité absolue, c'est la stratégie de vaccination, plus le stimulus plan, et puis voilà, ça permet déjà d'avancer, mais effectivement, vous faites bien de dire que, bon, voilà, il a peut-être mangé son pain blanc, enfin, on ne sait pas, enfin, en tout cas, il n'y a pas que un parcours semé de roses devant lui. Allez, tout de suite, on va revenir chez nous, mais en fait, le discours, la problématique qu'on évoque entre l'éventuelle convergence, ou au contraire, le divorce entre le CAC 40 et la croissance économique qui peut porter sur l'ensemble des pays. C'est le premier débat.